Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Gouvernance et société. Collection dirigée par Emmanuel Oka AMBA. Cette collection s'intéresse à l'analyse des processus, des dynamiques de changement liées aux réflexions, aux idées, aux débats théoriques et aux actions pratiques sur l'organisation et le pilotage de la performance des systèmes de gouvernance de la cité et des organisations dans un contexte de diversité culturelle. Elle épouse une démarche transversale des sciences sociales et humaines. Liste des abréviations. ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. AMF, Accord multifibre appelé à l'origine Arrangement multifibre, le titre formel est Arrangement concernant le commerce international des textiles. API, Agence de promotion industrielle. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ATFP, Agence tunisienne de formation professionnelle. ATV, Accord sur les textiles et le vêtement. BCT, Banque centrale de Tunisie. CBI, Caribbean Basin Initiative. CTG, The Council of Trade in Goods ou le Conseil du commerce des denrées. CEDITH, Cercle euro-méditerranéen des dirigeants textiles habillement. CETTEX, Centre de textile technique. CEPEX, Centre de promotion de l'exportation. COPIL, Comité de pilotage. FAMEX, Fonds d'accès au marché d'exportation. FMI, Fonds monétaire international. FODEC, Fonds de développement de la compétitivité. FOPRODEX, Fonds de promotion des exportations. FTAA, Free Trade Area for the Americas. GATT, General Agreement on Tariff and Tard ou Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. INS, Institut national des statistiques. KMO, le test de Kaiser-Meyer-Holkin. LTA, Long Term Arrangement. MSA, Measure of Sampling Adequacy ou matrice anti-image. OMC, Organisation mondiale de commerce. PA, Plan d'ajustement structurel. R&D, Recherche et développement. SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. CECI, Service des études et des statistiques industrielles. STA, Short Term Arrangement. TMB, Textile Monitoring Body. UTICA, Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. WTO, World Trade Organization. Introduction générale. 1. Objet de la recherche. Cette recherche s'intéresse au rôle de la dynamique de l'innovation dans l'optimisation de la relation de sous-traitance à travers le cas de l'industrie textile habillement tunisienne. Elle porte sur le management de l'innovation industrielle et s'inscrit dans le courant de l'analyse stratégique et managériale de la relation de sous-traitance entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Elle puise ses fondements dans les littératures du management et du marketing stratégique et industriel, et de l'innovation. Cette thèse a pour objet de modéliser la dynamique de l'innovation, en tant que levier de la relation d'agence vers le partenariat pour comprendre comment s'élabore et s'équilibre la stratégie des acteurs dans une relation partenariale. Elle s'appuie sur l'analyse industrielle de Porter Monsieur, 1986, appliquée au cadre théorique néo-institutionnel, pour montrer l'apport de l'innovation à la théorie de l'agence et étudier l'asymétrie de la rente informationnelle entre les deux parties. Cette relation est analysée par le modèle pyramidal japonais d'Aoki Monsieur, 1988, des coûts de transaction et de l'incitation à l'innovation. D'après la théorie d'agence, le donneur d'ordre tire toujours l'avantage de sa position de décideur pour exercer un pouvoir de négociation qui minimise les coûts de transfert dans une relation de courte durée. À long terme, le sous-traitant qui se spécialise tend à améliorer sa capacité d'innover et tend ainsi à réduire la rente informationnelle du donneur d'ordre à son profit. 2. Intérêt. Plusieurs travaux de recherche récents s'occupent de plus en plus de la dynamique des relations de sous-traitance vers le partenariat et ses changements organisationnels. Parmi ces travaux, nous citons ceux de Duffy RS, 2008, et Roy J. et Bigra Y, 2000. Dans la continuité de ces courants théoriques,
nous avons conçu un modèle de l'optimisation de la relation de sous-traitance asymétrique par l'innovation. Notre recherche présente l'originalité d'introduire le facteur innovation du sous-traitant dans les relations d'agence. Elle mobilise ainsi toute la théorie néo-institutionnelle pour donner un nouvel éclairage à la relation d'agence. L'analyse des effets de l'innovation sur les pratiques traditionnelles d'agence permet de tracer une dynamique relationnelle, d'évaluer l'avènement des relations interfirmes du milieu industriel et d'apporter des recommandations pour maintenir un équilibre relationnel qui permet aux deux parties de réaliser de façon optimale leurs intérêts et motivations. Le principal intérêt de cette thèse se situe à deux niveaux, théorique et pratique. 2.1. Intérêt théorique. D'abord, cette recherche apporte un nouvel éclairage à la relation d'agence autour du concept d'innovation partagée. La théorie d'agence a été controversée notamment par Koenig G. 1998, qui a montré les limites de cette théorie. Notre recherche s'inscrit dans la continuité de ces limites et apporte en plus le rôle de l'innovation en tant que levier de la relation d'agence. Ensuite, cette recherche permet de modéliser la relation de sous-traitance à travers le concept d'innovation partagée. Elle s'inspire du modèle du pouvoir relatif des parties de la relation de Dabholkar et al. 1994 et Daoki Monsieur, 1988, sur les relations de sous-traitance des firmes japonaises et d'incitation à l'innovation. 2.2. Intérêt pratique. Cette recherche contribue à aider les industriels et les sous-traitants à mieux maîtriser le jeu de coopération dans le développement de la relation industrielle de sous-traitance. Elle présente un outil d'aide aux industriels qui permet d'améliorer la relation d'agence vers le partenariat, ainsi que de trouver l'équilibre relationnel qui satisfait les intérêts des deux parties sans subir le pouvoir de l'autre partie. 3. PROBLEMATIQUE. Depuis les années 80, la stratégie d'innovation s'est rapidement développée comme une réponse à l'intensification de la concurrence. Parallèlement, ces années ont été marquées par le développement des relations partenariales par substitution à la logique mécaniste des échanges marchands caractéristiques de la sous-traitance traditionnelle. Comme le souligne ALTHERSONC, 1992 page 155, le développement du partenariat constitue, au même titre que la suppression des cloisonnements internes aux entreprises, l'un des éléments les plus caractéristiques de la nouvelle période que l'économie s'apprête à vivre. Une nouvelle culture de management des relations interorganisationnelles s'installe. Les donneurs d'ordre réduisent grandement leur portefeuille de sous-traitants pour garder des relations de long terme avec les meilleurs d'entre eux. Egerta et ULAGAW, 2010 page 1346. Le lien entre stratégie d'innovation et partenariat a toujours été analysé à travers les motivations et intérêts du donneur d'ordre. En effet, plusieurs auteurs montrent que la coopération ou le partenariat est une forme d'organisation nécessaire à l'émergence d'innovations techniques et de progrès économiques, car elle favorise l'accès à l'information sur les nouveaux besoins et sur les nouvelles manières de produire. Kumar RS et SUBRAHMANYAMHB 2010 page 558. Moll MJ et BIRKINSHAWJ 2009 page 1269. L'innovation relève généralement du domaine du donneur d'ordre. L'initiative vient de l'aval. Alors, le partenaire amont apparaît bien souvent comme l'agent dominé et obligé de s'aligner sur les choix du donneur d'ordre. Pourtant, garder le meilleur partenaire revient à reconnaître le sous-traitant stratégique capable de satisfaire les exigences les plus pointues de la demande industrielle innovante. Le point de vue des sous-traitants est resté jusqu'à actuellement faiblement étudié, ce qui limite fortement ces recherches. Et l'hypothèse que le développement du partenariat soit lié aux efforts d'innovation du sous-traitant reste alors posée. Pour dépasser la vision partielle de ce problème étudié depuis une trentaine d'années, nous avons mené une étude sur les sous-traitants de l'industrie textile-habillement tunisienne. Cette étude a pour objectif de montrer le rôle de l'innovation dans le service de sous-traitance dans l'optimisation de la relation contractuelle asymétrique vers le partenariat. L'innovation du sous-traitant, en tant que réponse à la concurrence,
cache une stratégie de développement qui vise à faire coopérer les donneurs d'ordre opportuns. 4. Problème de recherche. Une observation du contexte mondialisé actuel indique une croissance simultanée de 3 facteurs depuis les années 80. La concurrence, l'innovation et la coopération. Plus la concurrence s'intensifie, plus les entreprises cherchent la distinction par l'innovation et plus elles coopèrent. Les donneurs d'ordre tendent à se spécialiser dans la distribution et à sous-traiter la production vers le sous-traitant le plus flexible. Dans cette stratégie industrielle, la finalité est de réduire les coûts de production en s'orientant vers la sous-traitance de spécialité. Les donneurs d'ordre innovants doivent concentrer leurs ressources sur la distribution et ont besoin de plus en plus de flexibilité pour améliorer leur avantage concurrentiel. Les sous-traitants des pays en développement à bas coût se spécialisent de plus en plus en supportant dans un premier temps les frais de l'innovation, et dans un deuxième temps en bénéficiant du partage des risques liés à l'innovation avec le donneur d'ordre afin de stabiliser la relation partenariale. Ainsi nous nous sommes demandé: comment l'innovation contribue-t-elle à améliorer la relation industrielle entre le donneur d'ordre et le sous-traitant? 5. Cadre théorique de la recherche. Face au développement des relations partenariales, la théorie néo-institutionnelle fournit des explications aux motivations qui poussent les donneurs d'ordre à coopérer avec leurs sous-traitants. Ces motivations relèvent de diverses explications. Il s'agit de la réduction des coûts de transaction, Williamson OE, 2010, la gestion de la dépendance envers les sous-traitants, Buchanan L., 1992, la recherche de ressources, de compétences ou de flexibilité inexistante à L'. Intérieur de la firme, Donada C. et Dostaleri 2005. La concentration des ressources sur les compétences fondamentales et les activités créatrices de valeur, activités critiques de l'entreprise, Quinn JB et HILMERFG 1994. Le développement de la relation contractuelle asymétrique vers le partenariat se fait selon un cycle de vie guidé par les évolutions des pratiques organisationnelles entre les parties. Le jeu coopératif se développe au sein des marchés et des organisations, comme une réponse aux limites du contrat formel dans la gestion des facteurs liés à l'incertitude et au comportement des agents, référencé par l'économie de l'information et les études découlant de la notion de rationalité limitée, Simon H. 1959. Il apparaît en effet que la nature des dispositifs mis en œuvre influence les propriétés des systèmes dans lesquels ils s'insèrent. Les contrats relationnels de nature plus flexible sont plus adaptés dans la gestion de ces facteurs liés à l'incertitude et à l'asymétrie de l'information. Cette recherche mobilise toute la théorie néo-institutionnelle. Elle puise ses fondements dans les théories du contrat et ses prolongements dans la théorie d'agence, des coûts de transaction, du droit de propriété, dans les théories relationnelles des conventions et des ressources et compétences, et dans les théories de l'information, de rationalité limitée, d'opportunisme et d'incomplétude contractuelle. La théorie de l'agence. La stratégie du donneur d'ordre consiste à cacher l'information pour maximiser sa rente informationnelle sur ses coûts de production. Le contrôle du contrat ou la gestion du contrat constitue une situation de mise en dépendance du sous-traitant. La théorie des coûts de transaction. La stratégie du donneur d'ordre consiste à minimiser les coûts de transaction liés à la recherche d'informations ainsi que de minimiser les coûts d'internalisation de la production, c'est-à-dire les coûts de revient. La théorie des conventions ou de la dépendance. La théorie des conventions est également appelée théorie de la dépendance ou théorie des ressources. Cette théorie s'intéresse aux contrats informels contrairement à l'intérêt des autres théories aux contrats formels. Il s'agit d'après cette théorie, de faire des conventions pour aller vers le partenariat. La théorie des droits de propriété. Le sous-traitant n'est pas propriétaire des produits qu'il fabrique, il s'agit du principe du contrat de sous-traitance. Il n'exerce aucun droit sur le produit en cas de dégradation de la relation. Il peut ainsi tirer en sa faveur la relation en vendant le produit à quelqu'un d'autre, et devient un facteur qui améliore son pouvoir de négociation. Alors que le donneur d'ordre propriétaire peut se sentir menacé par les compétences techniques de son sous-traitant. Cette menace réciproque pousse les parties à négocier pour être partenaires, ce qui explique notre intérêt à la théorie du droit de propriété.
La théorie des ressources et compétences. Le justificatif du choix de cette théorie rejoint celui de la théorie des contrats et de l'agence. La stratégie du donneur d'ordre consiste à obtenir des ressources et compétences inexistantes à l'intérieur de l'entreprise et à moindre coût. La théorie de rationalité limitée. Lorsque le sous-traitant innove, il augmente sa rente informationnelle. Le donneur d'ordre devient incapable de prendre des décisions rationnelles. Sa rationalité est limitée par l'incertitude imposée par sa faible rente informationnelle. La théorie de l'incomplétude contractuelle. Face à la rationalité limitée du donneur d'ordre, le contrat est de plus en plus incomplet. Le donneur d'ordre multiplie les renégociations pour l'affiner et le compléter au fur et à mesure de l'évolution de la relation. Cette renégociation inflige au donneur d'ordre des coûts de transactions élevés, d'autant plus qu'elle ne parvient pas à créer un contrat parfaitement complet. La théorie de l'opportunisme. La théorie de l'opportunisme se complète avec la théorie de la rationalité limitée et d'incomplétude contractuelle. Le donneur d'ordre irrationnel peut être victime de l'opportunisme du sous-traitant, qui profite de l'incomplétude contractuelle, de la rationalité limitée du donneur d'ordre pour satisfaire des intérêts individuels. 6. Hypothèse de la recherche. L'innovation contribue à améliorer la relation d'agence en réduisant l'asymétrie informationnelle. Plus le sous-traitant innove, plus la rente informationnelle du donneur d'ordre diminue jusqu'au point d'équilibre où les deux parties coopèrent. Moins le sous-traitant innove, plus la rente informationnelle du donneur d'ordre augmente et les deux parties coopèrent moins. 7. Méthodologie et terrain. Notre méthodologie se justifie par le choix de notre position épistémologique, du terrain et de nos approches empiriques qualitatives et quantitatives. 7.1. Position épistémologique. La position épistémologique reflète la démarche de production des connaissances adoptée par le chercheur. La lecture que présente le chercheur de la réalité influe inéluctablement sur la nature de la connaissance qu'il vise à produire. Ainsi, afin que les choix opérés ne compromettent pas la cohérence globale du projet de recherche entrepris, le positionnement épistémologique choisi doit être clairement explicité. Afin d'exprimer le plus clairement possible la nature de notre positionnement, nous évoquerons dans ce qui suit la perspective paradigmatique adoptée, nos objectifs concernant le statut des connaissances produites par notre recherche, puis nous expliquerons la démarche avec laquelle nous avons fait le lien entre les concepts et les données. Une recherche exploratoire. Les relations entre l'innovation dans le service de sous-traitance, la coopération et l'asymétrie d'information est un sujet nouveau. Il s'inspire des tendances industrielles du terrain de la sous-traitance de l'industrie tunisienne du textile-habillement, pour expliquer et valider théoriquement et empiriquement les stratégies industrielles constatées sur le terrain. À ce titre, notre recherche est une recherche exploratoire. Selon THIETARTRA, 2003, cette démarche consiste à dégager des observations du terrain et de les tester ensuite à travers les fondements théoriques existants. La théorie permet de donner du sens à ces observations en les transformant en hypothèses sur les relations entre les variables du modèle conceptuel. Cette démarche exploratoire permet de produire des construits théoriques fortement enracinés dans les faits considérés sur le terrain. Conformément à cette approche, notre recherche consiste à explorer, dans une première partie intitulée « État des lieux », le terrain de l'industrie tunisienne du textile-habillement. Cette partie présente une nouvelle typologie d'innovation, celle dans le service de sous-traitance, et montre le lien entre cette typologie d'innovation et la dynamique relationnelle vers le partenariat tel que constaté sur le terrain tunisien de textile-habillement. Dans une deuxième partie, analyse de l'état des lieux, cette recherche puise dans les théories néo-institutionnelles et de l'innovation les fondements qui expliquent la situation constatée sur le terrain tunisien pour construire le modèle conceptuel à tester dans une troisième partie empirique de cette thèse. Une approche positiviste. Ce travail se base sur les littératures néo-institutionnelles et de l'innovation pour analyser les faits constatés sur le terrain tunisien de l'industrie textile-habillement et construire son modèle conceptuel explicatif des stratégies des acteurs. Les concepts ou les variables ayant servi à la construction du modèle sont définis par la littérature existante.
Cette recherche se base ainsi sur une démarche hypothético-déductive. 7.2. Le terrain de l'industrie tunisienne de textile-habillement. Partant du contexte industriel, nous avons remarqué que les partenariats ont d'abord touché les secteurs très innovants, tels que l'informatique, l'électronique, la biotechnologie, la technologie de l'information et de la communication, l'aéronautique et l'industrie spatiale et de défense, Hamdoucha 2002, page 172. Il s'agit d'industries qui se sont développées remarquablement à partir des années 80 et qui se caractérisent par un rythme d'innovation très élevé. Aujourd'hui, le développement des relations contractuelles asymétriques vers le partenariat se généralise pour toucher les différents secteurs classiques de l'industrie tels que l'industrie textile-habillement, autant que la stratégie d'innovation se généralise et touche ces secteurs. Le choix du terrain de l'industrie tunisienne de textile-habillement consiste un défi qui appuie l'aspect exploratoire de la recherche, celui de découvrir de nouveaux aspects de l'innovation dans des industries sous-traitantes traditionnelles de pays en développement. Notre choix du terrain de l'industrie tunisienne du textile-habillement se justifie par les raisons suivantes. D'abord, ce terrain soulève une réalité sociale sous-estimée par les industriels et par les théoriciens, celle de l'innovation dans le service de sous-traitance des industries traditionnelles. Ensuite, cette orientation stratégique d'innovation ainsi que le développement du partenariat présentent une actualité brûlante dans le secteur textile-habillement. Les changements stratégiques se sont effectués suite au démantèlement de l'accord multifibre en 2005. Ce qui a permis à notre étude d'accompagner la mutation stratégique de 2005 à 2010. Enfin, les caractéristiques spécifiques de ce terrain justifient également notre choix. Il s'agit d'une industrie qui relève d'une importance déterminante pour toute l'économie tunisienne. Mais aussi, la Tunisie dispose d'un site propice au développement de l'innovation. Elle dispose de plusieurs atouts qui favorisent la réussite de cette stratégie, tels que la proximité de l'Europe, le développement des compétences et des qualifications. Ce terrain présente au cours de cette période une économie socialement et politiquement stable, ce qui limite les entraves au test de l'effet modérateur de l'innovation. Un dernier intérêt relatif aux caractéristiques spécifiques du terrain consiste au fait que la stratégie d'innovation relève d'une politique étatique, ce qui signifie que toutes les entreprises du secteur adoptent cette orientation. Ainsi, le terrain tunisien permet de prélever un échantillon homogène d'entreprises, ce qui nous autorise à mesurer un phénomène dynamique dans le cadre d'une approche temporelle statique. 7.3. Méthodologie empirique. Conformément à notre approche exploratoire, nous avons commencé notre étude par une exploration du terrain de la sous-traitance de l'industrie tunisienne du textile-habillement. Notre contact avec le secteur a commencé bien avant cette recherche doctorale. D'abord en 2003, au cours d'un stage de 4 mois réalisé dans la société de confection Molka Cuir. Ce stage a permis de comprendre les pratiques industrielles réelles, et surtout de ressentir la nécessité de trouver des solutions stratégiques pour affronter la concurrence asiatique menaçante et retenir les donneurs d'ordre non coopératifs. Ensuite en 2005, notre intérêt porté au secteur textile-habillement tunisien s'est prolongé dans des travaux de recherche académique sur l'impact du démantèlement de l'accord multifibre sur l'industrie textile-habillement tunisienne. Ce travail sonne l'alarme sur la nécessité de la restructuration stratégique et présente les premières recommandations pour accomplir l'innovation dans le service de sous-traitance. Nous avons poussé l'avènement de ce travail en 2006, dans le cadre du mémoire de master, pour montrer l'impact de l'innovation sur les relations de sous-traitance, à travers le cas des relations entre les donneurs d'ordre français et leurs sous-traitants tunisiens de l'industrie textile-habillement. Ce travail se base sur une approche empirique qualitative basée sur des entretiens avec les industriels du secteur tunisien. Il met l'accent sur les efforts des sous-traitants dans la mise en place de la stratégie d'innovation et permet de dégager les premières améliorations relationnelles qui en découlent. Enfin, au cours d'un travail doctoral, réalisé entre 2006 et 2011, nous avons poussé l'analyse des faits industriels constatés sur le terrain au cours de l'expérience et des études antérieures. Dans un cadre plus approfondi,
Cette thèse teste le rôle modérateur de l'innovation dans le service de sous-traitance sur la relation asymétrique, selon des approches qualitatives et quantitatives. Elle apporte des explications théoriques, pour mettre en place un modèle qui sert de loi explicative d'une réalité industrielle sous-estimée. Au cours de cette thèse, nous avons procédé empiriquement par deux approches qualitatives et quantitatives. 7.3.1 Approche qualitative. Notre première approche du terrain consiste à présenter les stratégies de l'industrie textile-habillement tunisienne. Nous avons d'abord procédé par une approche qualitative documentaire, et ensuite par des entretiens qualitatifs avec 15 sous-traitants de l'industrie textile-habillement tunisienne. Les deux approches se complètent, renforcent la validité de l'étude et préparent à une approche quantitative du terrain. L'approche qualitative documentaire consiste à explorer l'état des lieux en se basant sur les documents de travail des organismes liés au secteur, CEPEX, CETTEX, BCT, Banque mondiale, FIPA, OCDE. Elle a pour objectif de décrire les stratégies des acteurs au cours des 30 dernières années de 1970 jusqu'à 2010, et de déterminer les aspects de l'innovation dans le service de sous-traitance, ainsi que les changements stratégiques et relationnels constatés en fonction de la dynamique de l'innovation. Dans une approche gestionnaire basée sur le modèle des 5 forces de portée Monsieur, 1986, nous avons analysé et expliqué les choix et les orientations stratégiques des acteurs. L'approche qualitative basée sur des entretiens avec 15 sous-traitants de l'industrie textile-habillement tunisienne a permis de construire des outils de mesure adaptés au contexte empirique décrit dans la première approche qualitative. Ainsi, nous avons pu choisir dans la littérature les outils de mesure appropriés à la spécificité de notre terrain. 7.3.2 Approche quantitative. L'approche quantitative se base sur l'administration de questionnaires auprès des sous-traitants de l'industrie tunisienne du textile-habillement. Cette approche permet d'approfondir le contact avec le terrain, ainsi que de vérifier la cohérence de nos observations empiriques avec nos fondements théoriques. Au niveau de l'étude finale, nous avons récolté 191 questionnaires que nous avons traités par le logiciel Amos 16.0 et analysés en se basant sur la méthode des équations structurelles. L'étude quantitative a pour objectif de vérifier les hypothèses relatives au modèle conceptuel construit dans le cadre théorique de la recherche. D'une part, elle permet de vérifier les effets médiateurs explicatifs de la dynamique relationnelle. Et d'autre part, de vérifier l'effet modérateur de l'innovation des sous-traitants sur les liens du modèle linéaire. 8. Plan d'exécution. Nous avons structuré cette recherche en 3 grandes parties: état des lieux, analyse de l'état des lieux et analyse empirique, composées de 2 chapitres chacune. La première partie, état des lieux de l'industrie textile-habillement tunisienne. Dans la première partie, état des lieux, nous avons expliqué le contexte empirique dans lequel se situe notre recherche. Il s'agit d'une étude sectorielle qui permet d'étudier les changements législatifs et stratégiques qui perturbent l'environnement du contexte empirique de l'industrie textile-habillement de façon générale et tunisienne de façon spécifique. Cette partie se compose de 2 chapitres. Le premier chapitre, cadre institutionnel et organisationnel du secteur textile-habillement, présente une analyse globale du cadre conceptuel. À travers une analyse de l'historique, nous avons relevé 2 principaux changements qui redessinent l'environnement du secteur. Il s'agit d'abord des changements législatifs de libération des quotas. Et ensuite, les changements stratégiques de l'offre et de la demande qui en résultent, comme une réponse à la complexification de l'environnement et l'intensification de la concurrence. Ce chapitre décrit le cadre institutionnel et organisationnel du secteur textile-habillement, selon 2 sections. Une première section, historique et réglementation, du protectionnisme à la libre concurrence, présente une étude de l'historique et des législations relatives au secteur. Une deuxième section, mutation stratégique de l'offre et de la demande de la sous-traitance tunisienne de textile-habillement, présente les changements stratégiques qui caractérisent le nouvel environnement mondialisé et concurrentiel. Ce chapitre présente une base globale d'analyse, qui explique les changements de l'environnement du secteur ainsi que les changements stratégiques de ses acteurs. Nous avons approfondi les orientations stratégiques des sous-traitants,
dans un deuxième chapitre plus spécifique au contexte tunisien. Le deuxième chapitre, sous-traitance de l'industrie textile-habillement, de la dépendance au partenariat, permet d'approfondir et d'analyser les fondements globaux des mutations stratégiques du secteur. Le contexte est marqué par une phase de sous-traitance traditionnelle régulée par le protectionnisme et une phase de partenariat dans une économie ouverte. Le passage des deux économies est marqué par une stratégie d'innovation, stimulée par une situation de crise liée à la concurrence. Ces faits empiriques appuient la problématique de notre recherche. Ce chapitre s'articule selon 3 sections. La première section, analyse stratégique de l'industrie textile-habillement tunisienne selon les fondements du modèle des métiers et de la technologie de portée, présente une analyse stratégique de l'industrie textile-habillement tunisienne. Elle explique les mutations stratégiques des sous-traitants tunisiens du statut d'exécutants non innovants à des spécialistes innovants en précisant le rôle de l'État tunisien dans le développement stratégique de l'industrie. La deuxième section, indicateurs économiques de l'industrie textile-habillement tunisienne, présente les différents indicateurs économiques de l'industrie textile-habillement tunisienne sur les 15 dernières années. Ce qui permet d'évaluer les effets de la mutation stratégique sur les exportations, les importations et les investissements de l'industrie ainsi que celles de son principal client l'Europe. La troisième section, cycle de vie de la sous-traitance de l'industrie textile-habillement tunisienne, présente le cycle de vie de la sous-traitance de l'industrie textile-habillement tunisienne au rythme du protectionnisme et de la mondialisation, en évoluant de la sous-traitance traditionnelle à la mutation ou la restructuration stratégique vers la sous-traitance coopérative et partenariale qui s'affirme de plus en plus ces dernières années. La deuxième partie, analyse de l'état des lieux, les enjeux de la stratégie d'innovation dans l'amélioration de la relation contractuelle de sous-traitance. Dans la deuxième partie, analyse de l'état des lieux, nous avons analysé théoriquement les observations empiriques présentées dans la première partie. En cherchant des explications théoriques et managériales aux stratégies des acteurs et au développement de la relation vers le partenariat. 2 chapitres présentent de façon dynamique le rôle de l'innovation dans l'optimisation de la relation de sous-traitance. Le premier chapitre, stratégie des acteurs, le rôle de l'innovation dans la régulation du contrat de sous-traitance, analyse les effets de l'innovation sur le contrat de sous-traitance asymétrique. Ce chapitre est organisé selon 2 sections. La première section, les dimensions du contrat de sous-traitance et sa dynamique en fonction de l'asymétrie d'information, présente le cadre théorique de la recherche. Elle indique les spécificités du contrat de sous-traitance selon les fondements du modèle japonais d'Aoki Monsieur, 1988, de sous-traitance et d'incitation à l'innovation, et ceux de la théorie néo-institutionnelle. Cette section présente les modes de gestion par le contrôle et la dépendance unilatérale du sous-traitant. Il s'agit de modes de gestion préférés par les donneurs d'ordre pour faire face à l'aléa moral et à la sélection adverse. Ces modes de gestion permettent de pérenniser la relation, facilitent le désengagement en cas d'insatisfaction et apportent au donneur d'ordre un pouvoir qui lui permet de s'accaparer de la plus grande partie de la rente. La deuxième section, dynamique de l'innovation et convention entre les acteurs, présente notre approche de l'innovation partagée dans le courant processuel de l'innovation. Elle analyse l'effet de l'innovation dans le développement de la relation d'une approche contractuelle vers une approche relationnelle basée sur la confiance et l'engagement. Le deuxième chapitre, innovation vers des relations coopératives et partenariales, présente une analyse des relations observées en deuxième et troisième phase de l'industrie textile-habillement tunisienne pour montrer le rôle de l'innovation dans le développement et la stabilité de ces relations coopératives et partenariales. Ce chapitre est organisé selon 2 sections. La première section, coopération, présente le jeu coopératif à travers la dépendance relative des parties ainsi que ses pratiques organisationnelles déterminantes. Cette section s'intéresse également au partenariat, comme un aboutissement optimal de la coopération, et présente les principaux facteurs qui risquent de déséquilibrer la relation partenariale en faveur des sous-traitants. Le jeu coopératif se développe, s'équilibre au partenariat mais risque d'emprisonner le donneur d'ordre dans la dépendance unilatérale. La deuxième section, modélisation de la recherche,
concrétise les différents résultats théoriques. Cette section présente d'abord un modèle d'optimisation de la relation asymétrique par l'innovation propre à cette recherche. Et ensuite, elle présente un modèle conceptuel qui met en relation les différents liens entre les variables mises en jeu dans le cadre théorique et explicatif de la dynamique relationnelle, en posant l'hypothèse de l'existence d'un effet modérateur de l'innovation du sous-traitant sur la relation asymétrique de sous-traitance. La troisième partie, analyse empirique du rôle modérateur de l'innovation sur la relation asymétrique. Au niveau de la troisième partie, analyse empirique, nous avons testé empiriquement le modèle conceptuel de la recherche. Nous avons administré des questionnaires auprès des sous-traitants de l'industrie textile, habillement tunisienne. Ce chapitre présente la méthodologie d'investigation du terrain, les résultats statistiques de la recherche ainsi que la discussion des résultats de cette thèse. Cette partie est organisée en 2 chapitres. Le premier chapitre, Investigation du contexte tunisien, présente les travaux préliminaires à l'enquête finale. Ce chapitre est organisé selon 3 sections. La première section, Échantillonnage et méthode de recueil des données, présente les bases de l'enquête, la méthodologie d'administration des questionnaires, la structure de l'échantillon ainsi que les travaux préliminaires pour la rédaction du questionnaire. La deuxième section, Opérationnalisation des variables, présente les échelles de mesure des variables de notre modèle. La troisième section, Analyses factorielles exploratoires, présente les résultats de la première diffusion du questionnaire. L'analyse exploratoire a permis de purifier les items du questionnaire, pour aboutir à l'enquête finale. Le deuxième chapitre, Analyse confirmatoire et discussion des résultats, présente les résultats statistiques de l'enquête finale ainsi que la discussion de ces résultats. La première section, Analyse confirmatoire, permet de vérifier la structure et la cohérence interne des échelles de mesure de l'échantillon issu de la collecte finale ainsi que les tests de l'effet médiateur et modérateur de l'innovation dans le service de sous-traitance sur les liens du modèle de base. La deuxième section, Discussion des résultats, présente les résultats statistiques de l'enquête finale, relatifs aux tests de l'effet médiateur et de l'effet modérateur de l'innovation du sous-traitant sur les liens du modèle de base. Cette section présente également une discussion des résultats de la recherche à travers les contributions, les limites et les voies de recherche futures. Partie 1. État des lieux, de la sous-traitance, dans l'industrie textile tunisienne. Introduction de la première partie. Au cours de ces dernières années, le secteur textile-habillement a subi d'importants changements législatifs qui ont bouleversé le secteur et redéfini les stratégies des acteurs. Ces mutations stratégiques se sont accompagnées de l'apparition de nouveaux modes de relations de sous-traitance plus coopératives et partenariales. Cette première partie décrit l'origine et les manifestations de ce phénomène. Elle explique en quoi il fait émerger le besoin d'une approche compréhensive du lien existant entre stratégie d'innovation et mode de relation de sous-traitance. La présentation du contexte empirique dans lequel se situe notre recherche est composée de 2 chapitres. Le premier chapitre s'attache à présenter les cadres institutionnels et organisationnels du secteur textile-habillement. Il consiste à expliquer les facteurs qui ont bouleversé le secteur ainsi qu'à présenter les principales modifications stratégiques, qui redéfinissent l'offre et la demande de la sous-traitance de l'industrie textile-habillement. Le deuxième chapitre présente le cadre conceptuel spécifique à cette recherche, relatif à la sous-traitance dans l'industrie tunisienne du textile-habillement. En se basant sur l'analyse stratégique des 5 forces de portée Monsieur, 1986-1990, et une analyse des indicateurs économiques du contexte, nous avons tracé le cycle de vie de la sous-traitance de l'industrie textile-habillement tunisienne en fonction des mutations stratégiques qui conditionnent le contexte. Les analyses de l'historique, des indicateurs économiques et de la stratégie du secteur textile-habillement présentent une source précieuse d'informations qui expliquent le pourquoi et le comment de chaque situation, stratégie, management et décision, liées au contexte de la recherche et qui fondent notre hypothèse de recherche. Chapitre 1. Cadre institutionnel et organisationnel du secteur textile-habillement. Une première approche empirique des lieux consiste à collecter,
Rassembler et explorer les données et les informations concernant le cadre institutionnel et organisationnel du secteur textile-habillement. Les informations collectées peuvent être organisées selon des données liées à l'historique et à la réglementation, section 1, et des données relatives à la stratégie et le management des relations, section 2. Une analyse de l'historique du secteur permet de mieux comprendre les stratégies appliquées sur le terrain du textile-habillement, et explique ainsi les changements managériaux de la relation. Historique, réglementation et stratégie s'entremêlent et se conditionnent réciproquement pour préparer à une conception dynamique des changements stratégiques des lieux. L'historique et la réglementation du secteur sont marqués par les réglementations démocratiques du GATT, qui, en militant pour l'égalité entre les nations, ouvre l'économie par l'abolition des quotas protectionnistes instaurés par les pays développés contre les pays en développement. L'abolition des quotas présente un moteur de la destruction créatrice. Schumpeter J. 1939. La stratégie du secteur se réoriente, des entreprises traditionnelles, mécanistes, rigides disparaissent, des entreprises spécialistes plus petites, plus réactives, plus flexibles se créent. Des emplois non qualifiés se détruisent en faveur d'emplois qualifiés. Des pays subissent l'érosion de leur territoire alors que les pays hôtes se développent. L'économie se restructure. Ce chapitre consiste à présenter dans une première section le cadre législatif du secteur marqué par le passage du protectionnisme à la libre concurrence, et dans une deuxième section, les principales mutations stratégiques qui redessinent l'environnement du secteur textile-habillement. Section 1, historique et réglementation, du protectionnisme à la libre concurrence. Le textile-habillement est l'une des plus anciennes activités industrielles de l'existence humaine. Répondant à un besoin vital, se vêtir, le textile-habillement a joué un rôle prépondérant dans les échanges commerciaux de la planète, ce qui lui a valu une position économique mondiale considérable. Dans notre quête documentaire sur l'historique du secteur textile-habillement, nous sommes remontés au milieu du XVIIe siècle, une époque à partir de laquelle l'industrie textile-habillement était relativement développée dans les pays occidentaux et faisait partie de l'un des moteurs de la révolution industrielle. L'histoire de l'industrie textile-habillement est principalement marquée par la réglementation des quotas. Pendant de longues années, les échanges du secteur se sont organisés selon un système protectionniste qui fixe des restrictions à l'importation pour protéger les pays industrialisés de la concurrence des pays en développement. Après une longue phase de protectionnisme, ces quotas ont fini par se démanteler pour s'aligner aux principes du GATT. Depuis le 1er janvier 2005, le secteur textile-habillement est livré à une libre concurrence qui redessine la stratégie concurrentielle des acteurs de l'industrie. Les principes du GATT ont joué un rôle important dans le changement législatif du secteur. 1. Le secteur textile-habillement est resté longtemps en dérogation aux règles du GATT. 2. Avant de finir par s'aligner à ces principes en livrant les échanges du secteur à la forte concurrence des pays en développement. 3. 1. Rôle du GATT. La réglementation du secteur textile-habillement est particulièrement marquée par la naissance du GATT. General Agreement on Tariff and Trade, ou Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1947, qui avait pour but de propulser le commerce international et de réparer les souffrances économiques causées par la guerre. Le GATT a joué un rôle très important dans l'instauration des réglementations relatives aux différents secteurs économiques, dont l'industrie textile-habillement. En militant pour une même idée directrice concernant les différentes industries, celle de l'abolition du protectionnisme pour le développement du libre-échange, il autorise toute pratique concurrentielle dans les différentes industries et branches de l'économie. 1.1. Principe du GATT. Les principes fondamentaux de l'accord général obéissent avec des exceptions aux grands principes suivants: non-discrimination commerciale, abaissement général et progressif des droits de douane et l'interdiction des quotas d'importation, NEMEC, 1993, page 51. Cette idée doit permettre de restructurer les échanges entre les pays membres du GATT, en leur offrant la possibilité de se différencier grâce à leurs avantages comparatifs par la clause de la nation la plus favorisée, Most Favorised Nation. Chaque pays du GATT doit accorder aux autres membres les concessions commerciales dont bénéficie son fournisseur le plus privilégié.
Les principes du GATT se résument dans le tableau suivant. Tableau numéro 1, les principes du GATT. Source NEME. C'est 1993, page 53. En 41 ans d'existence, le GATT a connu 8 grandes négociations commerciales multilatérales. Source NEME. C'est 1993, page 55. L'approbation des résultats du cycle de l'Uruguay et la création de la nouvelle organisation, l'OMC, a fait l'objet de déclarations de Marrakech signées en avril 1994. Prenant suite aux perspectives du GATT, l'OMC est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et a continué à militer pour un commerce libre et sans discrimination entre les pays membres. 1.2. Tunisie membre du GATT. Les restructurations de l'économie tunisienne ont commencé juste après son indépendance en 1956. Pendant 30 ans, jusqu'en 1986, la République tunisienne a mis en œuvre une stratégie de développement autocentré et une politique d'industrialisation par substitution aux importations, BROP, 1996, page 79. Il s'agit d'une politique de développement économique, dirigée par l'État. Le protectionnisme étatique avait pour objectif de protéger les industries nationales en augmentant les droits de douane et en soumettant les importations à l'octroi de licences. À partir de 1986, l'économie tunisienne a commencé son chemin vers l'abolition du protectionnisme par la mise en place du plan d'ajustement structurel, PA, sous l'égide du FMI. Ce programme présente un ensemble de réformes économiques progressives concernant les différents domaines de l'économie. Il a permis de limiter le rôle de l'État par la privatisation des différents domaines industriels, d'instaurer une politique de régulation conjoncturelle pour libérer les prix de l'autorité de l'État, la réforme du marché monétaire et l'instauration de la convertibilité du dinar en 1988 suivie par la réforme du marché financier en 1989 et la création d'un marché de change en 1994, de réduire la dépendance de l'État vis-à-vis des taxes sur le commerce extérieur par une politique de finances publiques rigoureuse, et enfin une politique de libération du commerce extérieur et de promotion des exportations, chaque RS, 1997, page 151. Ce programme d'ajustement structurel, entrepris par la Tunisie, a joué un rôle important dans l'accomplissement d'un développement économique orienté vers le marché et la création d'une économie nationale ouverte et diversifiée. Les réformes organisées par le pays vont dans le sens des principes de libération du GATT. D'ailleurs, il s'agit d'une démarche entreprise par la République tunisienne dans le cadre de son adhésion provisoire au GATT en 1959, une période au cours de laquelle elle a suivi le déroulement des différents cycles de négociations commerciales multilatérales du GATT et commencé l'application progressive des différentes réformes du plan d'ajustement structurel PA. Le 27 avril 1990, en vertu du protocole signé à Genève, la Tunisie est devenue membre officiel du GATT. Et le 29 mars 1995, membre de l'Organisation mondiale du commerce. Suite à cette adhésion, la Tunisie a procédé, conformément à l'article 16.4 de l'accord instituant l'OMC, à l'harmonisation de sa réglementation interne avec les dispositions du GATT. Les premiers effets économiques de la libération des marchés se sont aussitôt fait ressentir. D'abord par une diminution importante des recettes fiscales, sachant que les taxes douanières représentent 18% de ces recettes dans le budget tunisien. Et ensuite, par la fragilisation de l'économie tunisienne, MAHBOULIA 2007 page 7. Le nouveau cadre de concurrence s'annonce déjà très difficile pour les entreprises tunisiennes et spécialement celles de l'industrie textile-habillement qui représentent 50% des exportations de biens et de services du pays et emploient 52% des effectifs manufacturiers. Charfieff et Gorbella, 1997, page 154. 2. Dérogation de l'industrie textile-habillement aux principes du GATT. D'après les principes du GATT, l'industrie textile-habillement devrait être libéralisée. Paradoxalement, elle est restée sous l'empire du protectionnisme tarifaire en dérogation aux règles du GATT. Le système des quotas ainsi que les accords régionaux illustrent la dérogation réglementaire du secteur textile-habillement aux principes du GATT. 2.1.
Protectionnisme provisoire. Dans l'histoire du secteur textile-habillement, le protectionnisme remonte à 1935, lorsque les États-Unis ont instauré des tarifs élevés et des restrictions volontaires à l'exportation négociées avec le Japon en 1937. Dans le cadre des premières négociations commerciales sous l'égide du GATT, Dillon Round, 1960 à 1961, Kennedy Round, 1962 à 1973 et Tokyo Round, 1973 à 1979, le secteur textile-habillement est resté à L'. Écart du mouvement général de baisse des tarifs douaniers appliqués sur les importations de produits industriels. Jacomet, 2007, page 8. En effet, le textile-habillement a été davantage protégé par les accords STA, Short Term Arrangement instaurés sur la filière coton en 1961 suivi en 1962 par le LTA, Long Term Arrangement. Ce n'est qu'en 1974 que le premier accord multifibre, AMF, appelé à l'origine Arrangement multifibre, a été signé et dont le titre formel est Arrangement concernant le commerce international des textiles. Des quotas bilatéraux, imposés par les pays développés aux pays en développement, fixent les quantités exportées en provenance de ces derniers. Cet accord est intervenu en 1974 dans le cadre du GATT, et a été renouvelé en 1977, 1981 et 1986. Il a causé une polémique dans le cadre du GATT à cause de sa dérogation au principe de libération des échanges pour lesquels milite l'organisme, en défavorisant les pays en développement. La mise en vigueur de cet accord a été justifiée par son aspect provisoire qui intervient en tant que régulateur des échanges mondiaux. L'accord multifibre plaide pour une libération progressive des restrictions tarifaires, ce qui permet d'éviter la désorganisation des marchés et les chocs économiques importants que pourrait subir une libération brutale des marchés. Un Textile Monitoring Body a été créé pour exercer une surveillance multilatérale et le suivi de la mise en œuvre de l'accord. Pendant les négociations de Marrakech en 1994, le GATT a estimé que le textile a eu le temps en 20 ans, de 1974 à 1994 de se restructurer. Cependant, les pays développés ont gagné les négociations pour bénéficier encore de 10 années supplémentaires, jugées indispensables pour la réorganisation des marchés et la préparation à la mondialisation. En effet, un bref historique traduit les phrases connues par l'AMF avant la fin des quotas. 1974. Signature de l'accord multifibre, AMF, qui inaugure le principe des quotas d'importation que les pays occidentaux attribuent aux pays en voie de développement afin de leur garantir des débouchés sur leur marché. 1994. 6 régions membres de l'Organisation mondiale du commerce OMC, ancien GATT, utilisent encore ces quotas, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, la Norvège, la Suède et l'Autriche, depuis entrée dans l'UE. Elles protègent ainsi leurs industries nationales. 1995. Négociation à Marrakech de l'accord sur les textiles et les vêtements, ATV. Cet accord plaide pour un démantèlement progressif des quotas sur 10 ans. L'accord textile-vêtements est le nouveau système de régulation du marché mondial du textile instauré depuis le 1er janvier 1995 avec le début de l'activité de l'OMC. 2.2. Accords régionaux. Les accords régionaux sont des accords de préférence permettant de bénéficier d'avantages réciproques entre pays membres de l'OMC, disposant d'une proximité géographique, historique ou culturelle. Ces accords sont en dérogation aux règles de l'OMC qui militent depuis l'instauration du GATT à l'égalité commerciale entre pays membres et à la libération de l'échange par la clause de la nation la plus favorisée, article 24 du GATT. Au départ, cette exception aux règles du GATT a été faite après la guerre exclusivement pour la Grande-Bretagne et la France dans le but de leur permettre de conserver des liens avec leurs colonies. Par la suite, cet objectif a été dépassé pour avoir des dimensions politiques, commerciales et géostratégiques entre pays. De nombreux accords régionaux de libération des échanges commerciaux ont été signés dans les années 1970 à 1980. Mais une accélération particulière de ces accords peut être observée à partir de 1994, depuis la signature de l'Uruguay Round. Ces accords concernent tout d'abord l'ALENA réunissant les États-Unis et les pays des Caraïbes et la CBI,
Caribbean Basin Initiative, puis l'élargissement de l'ALENA à l'ensemble du continent américain avec le projet FTAA, Free Trade Area for the Americas. Indépendamment des États-Unis se développent aussi les accords tels que le Mercosur. Pour l'Europe, il s'agit des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb, le Mexique, l'Afrique du Sud. Enfin sur le continent asiatique, le Japon signe des accords bilatéraux avec Singapour et la Corée du Sud, et ensuite concernant toute l'Asie orientale avec le projet d'ASEAN Plus 3, Japon, Chine, Corée. D'autre part, le continent indien a constitué l'association SAARC avec les pays du Sud qu'elle domine. Aujourd'hui, tous les pays membres de l'Organisation mondiale de commerce se sont engagés dans des accords régionaux. D'après SIROENJM 2004 page 6, cette explosion est en partie liée à la recomposition territoriale de l'Europe, ce qui explique que la majorité des accords notifiés à l'OMC depuis 1990 sont des accords entre les pays européens et les pays ex-socialistes ou les pays méditerranéens. La deuxième explication revient à la notification de l'article 24 du GATT, qui inclut des avantages réciproques entre industries des services. Le tableau suivant indique la progression des accords régionaux entre pays membres de l'OMC entre 1958 et 2005. Nous observons un accroissement du nombre d'accords à partir de 1994. Tableau numéro 2. Accords régionaux notifiés à l'OMC en fonction du niveau de développement des pays partenaires. Sources Crawford Gia et Fiorentino Hervé. 2005 table 1 page 7. La multiplication des accords régionaux présente des risques évidents liés à leur contradiction avec les principes de la clause de la notion la plus favorisée. Il s'agit des problèmes de détournement de commerce par l'accroissement des échanges avec des pays qui ne sont pas nécessairement les plus compétitifs au détriment de pays qui le sont davantage, ainsi que la complexification des procédures douanières. Fouquin Monsieur et Avisser, 2003 page 111. 3. Mondialisation et concurrence. L'industrie textile-habillement est l'une des plus importantes industries de l'économie mondiale. Il s'agit d'un secteur moteur aussi bien des économies développées qu'en développement. C'est également l'un des plus importants secteurs en termes de dynamique d'échange entre les deux catégories de pays. Il s'agit surtout de la seule industrie dans laquelle les pays en développement détiennent un avantage compétitif menaçant des pays développés. Avec le démantèlement des quotas, la mondialisation prépare les industries des pays développés à affronter la concurrence à bas coût. L'adhésion de la Chine à l'OMC présente un facteur important qui s'ajoute à l'abolition des quotas pour redessiner les échanges du secteur textile-habillement. 3.1. Démantèlement progressif des AMF entre 1995 et 2005. Pendant les différentes négociations du GATT, l'accord multifibre a été reconduit plusieurs fois. Mais ce n'est qu'en 1995, pendant les négociations de Marrakech et avec le début de l'activité de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, que le programme progressif de démantèlement de l'accord multifibre a été fixé. L'accord sur les textiles et les vêtements, ATV, est désormais le nouveau système de régulation du marché mondial de l'industrie textile-habillement. Cet accord fixe un démantèlement progressif sur 10 ans en 3 étapes dont le déroulement est assuré par 2 instances. Le Conseil du commerce des denrées, The Council of Trading Goods, et le TMB Textile Monitoring Body. Les 3 étapes de démantèlement de l'accord multifibre ou la mise en place de l'accord sur les textiles et les vêtements, ATV, sont résumées dans le tableau suivant. Tableau numéro 3, la mise en place de l'ATV. Source, OMC Textile Monitoring Body dans Fouquin Monsieur et Morand P. 2000 Tableau numéro 1, page 2. Le système des quotas mis en place dans le cadre de l'OMC sur les textiles et les vêtements, ATV, qui couvrait la période 1995 à 2005, a effectivement pris fin le 1er janvier 2005. Depuis cette date, les acheteurs de textiles peuvent librement choisir leurs fournisseurs en se basant sur la seule loi du marché. En 10 ans, le démantèlement progressif a donné le temps aux économies de se réorganiser, mais d'autres facteurs économiques qui n'étaient pas prévus par l'ATV se sont combinés au démantèlement des quotas pour amplifier les perturbations économiques. Il s'agit principalement de l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001
et la multiplication des accords régionaux. Ce n'est qu'à partir de 2004 que les conséquences négatives se sont ressenties. Cette situation alarmante a donné droit à une prolongation des accords dans le cadre de négociations entreprises par la Commission de l'OMC avec la Chine. Ces négociations ont abouti au protocole d'accord, ou Memorandum of Understanding, signé le 10 juin 2005 et approuvé le 21 juin 2005 par les États membres de l'organisation. Il fixe jusqu'à décembre 2007 des limites quantitatives aux importations en provenance de Chine, pour 10 catégories de produits, ainsi que 20 autres produits dont l'importation en provenance des pays à bas salaire a atteint un seuil d'alarme en janvier 2005. Un plafond annuel d'exportation a été fixé pour chaque catégorie de produits, pendant la durée de l'accord dans l'objectif de laisser plus de délai aux différents pays développés et en développement de se préparer face à une concurrence asiatique intensive. Aujourd'hui encore, certaines restrictions de sauvegarde peuvent être utilisées pour toutes sortes de produits, y compris les textiles et les vêtements, et sont valables jusqu'au 10 décembre 2013. Cependant, elles restent provisoires et sont vouées à disparaître complètement pour une mondialisation en faveur du libre-échange et de la libre concurrence. 3.2. Adhésion de la Chine à l'OMC en 2001. Grâce à son avantage en main-d'œuvre à bas coût, les pays asiatiques en développement ont été les premiers à se démarquer économiquement dans l'industrie textile-habillement grâce à la plantation et aux échanges de coton. Depuis les années 50, l'Inde et le Pakistan ont enregistré une croissance vertigineuse. En 1960, l'histoire du secteur textile-habillement reste marquée par le développement des 4 dragons d'Asie. Pendant les années 80, la Turquie, l'Indonésie et la Thaïlande augmentent leurs exportations de textiles pour devenir parmi les principaux exportateurs de l'industrie textile-habillement. Et enfin, depuis les années 1990, l'histoire de l'industrie textile-habillement est marquée par l'essor de l'Empire chinois, qui reste le leader des échanges mondiaux de textile-habillement jusqu'à ce jour. Lors de l'instauration de l'ATV en 1995, la Chine n'était pas encore membre de l'OMC, elle ne bénéficiait pas de la libération des échanges avec les pays membres de l'OMC. En dépit des restrictions qui lui sont imposées par les grands pays importateurs, la Chine a triplé ses capacités de production et a progressé régulièrement avec une vitesse vertigineuse pour gagner une position stratégique dans les échanges mondiaux. Jacomédé, 2007, page 24. Les exportations chinoises de textiles sont passées de 2,5 milliards de dollars en 1980 à 13 milliards en 1998, et les exportations de vêtements de 1,5 milliard en 1980 à 27 milliards en 1998, Lardy NR, 2002, page 2. En prenant de plus en plus d'importance dans les échanges mondiaux, la Chine a entamé des négociations pour adhérer à l'OMC. Après 14 années de négociations, au cours desquelles elle a considérablement diminué ses tarifs sur l'importation, de plus de 40% en 1992 à 17% en 1998, la Chine a fini par devenir officiellement membre de l'OMC le 11 décembre 2001. Ce qui implique que celle-ci accepte d'abaisser la protection de ses marchés et d'harmoniser sa législation interne conformément aux règles de l'OMC, et en contrepartie elle bénéficie d'un accès plus facile au marché des autres pays membres. À son adhésion à l'OMC en 2001, la Chine était déjà devenue le premier producteur et exportateur de textiles et vêtements avec 16 milliards, 10% et 36 milliards, 18% des exportations mondiales de textiles et vêtements, respectivement, en 2000 et 2001. Ben Hamouda et al., 2005, page 12. Ben Hamouda et al., 2005, page 12, citant les travaux de François J.F. et SPINANGERD, 2002, estime qu'à elle seule, la libéralisation du commerce des textiles et vêtements devrait accroître de 1,1% le PIB de la Chine, qui a 20,6% des parts de marché mondial et est le deuxième exportateur de textiles, derrière eux Union européenne, Le Monde économique, 2004. Les exportations chinoises de vêtements représentent 50% du total aux États-Unis suite à la fin des quotas, contre 16% avant. Les exportations vers l'Union européenne sont passées de 18% à 29%. Avec un salaire minimum de 2500 € de l'heure, c'est-à-dire un tiers de ceux pratiqués en Tunisie et un quart de ceux du Maroc. La Chine est devenue l'usine du monde,
est le concurrent le plus redoutable des pays du monde entier. L'adhésion de la Chine à l'OMC présente un facteur bouleversant qui n'a pas été prévu par l'ATV. Les pays membres doivent se préparer à une concurrence bouleversante en 4 années uniquement, entre 2001 adhésion de la Chine à l'OMC et 2005 abolition des derniers quotas. Face à cette situation alarmante, de nouvelles négociations avec la Chine ont prolongé le protectionnisme jusqu'en décembre 2008. Les États-Unis ont eu recours à la nouvelle clause sur quelques produits jugés sensibles. Et l'Union européenne a mis en place un dialogue avec le gouvernement chinois sur le commerce du textile pour examiner les moyens d'éviter un recours aux mesures de sauvegarde en cas de perturbation du marché européen. L'AMIP, 2004 page 2. Concernant notre terrain de l'industrie textile-habillement tunisienne, l'introduction d'un concurrent aussi important que la Chine à l'OMC présente une menace industrielle et économique redoutable. La Chine, beaucoup plus compétitive que la Tunisie en termes de coûts, risque d'attirer les clients de la Tunisie. L'adhésion de la Chine à l'OMC tire l'alarme sur l'ampleur de l'impact négatif de cette libéralisation sur l'industrie textile tunisienne, basée sur une stratégie de minimisation des coûts. Section 2. Mutation stratégique de l'offre et de la demande en sous-traitance tunisienne du TEXTILEHABILLEMENT. L'effet combiné du démantèlement de l'accord multifibre et de l'adhésion de la Chine à l'OMC a complètement bouleversé l'environnement du secteur textile-habillement. Pour faire face à l'agressivité concurrentielle du nouveau contexte mondialisé, les acteurs sont obligés de redéfinir leur stratégie concurrentielle. Ces mutations stratégiques ont concerné aussi bien l'offre que la demande en sous-traitance de l'industrie textile-habillement. Au niveau de la demande, des géants de la distribution sont apparus. Ils ont augmenté la pression concurrentielle par une offre exigeante en coût et en qualité, et sont devenus ainsi les principaux donneurs d'ordre. Dotés d'un fort pouvoir de négociation, ils sont de plus en plus menaçants pour les sous-traitants. 1. D'un autre côté, au niveau de l'offre, les sous-traitants se spécialisent et réorganisent leur marché pour s'adapter aux nouvelles exigences de plus en plus spécifiques de la demande. Réactivité, flexibilité, qualité de service et compétences à moindre coût sont désormais les atouts concurrentiels indispensables à la survie des sous-traitants. 2. 1. Demande en sous-traitance de textile-habillement. Dans cette nouvelle économie livrée à la seule loi de l'offre et la demande, les donneurs d'ordre sont entraînés par la tourmente concurrentielle. Face à un large choix de sous-traitants compétitifs, les donneurs d'ordre ont redéfini leur stratégie de sous-traitance dans le but d'acquérir un plus fort avantage concurrentiel. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle catégorie de donneurs d'ordre distributeurs plus exigeants, qui ont de plus en plus recours à la sous-traitance pour se concentrer sur le cœur de l'activité. À la recherche de flexibilité, ils limitent de plus en plus leur portefeuille de sous-traitants pour confier toute la production au sous-traitant le plus compétitif. 1.1. Donneur d'ordre distributeur. Le contact direct des distributeurs avec le consommateur final confère à ces derniers un pouvoir dans la détermination de la structure de l'industrie textile-habillement. Avec le développement de la création, du design et de la mode, les distributeurs prennent de plus en plus de pouvoir dans la chaîne. Ils cherchent à créer la mode et à l'imposer en multipliant les collections. Généralement, la mode est créée par des stylistes et des cabinets de tendance qui publient des cahiers de tendance à tirage limité, 200 à 600 exemplaires, vendus entre 1500 et 4000 $ par pièce aux industriels du monde entier. Varnier V et LECOQCX 2003, pages 14 à 15. Pendant les années 80, nous avons assisté au développement d'un nouveau type de distributeurs, appelés distributeurs-concepteurs, qui sont rapidement devenus les donneurs d'ordre de l'industrie textile-habillement. Avec la collaboration des médias, ces acteurs imposent la mode. Il s'agit généralement des propriétaires des grands groupes de distribution implantés dans le monde entier, tels que Zara, H&M, Promode. Ils proposent des articles conçus et fabriqués en moins de 2 mois et qui ne restent en rayon pas plus de 30 jours. Parateux, 1998, page 4. Ils essayent de provoquer les achats impulsifs en proposant des variétés de produits attractifs et en misant sur leur notoriété provoquée par une grande médiatisation.
Ainsi, ces acteurs qui décident de la tendance et de sa durée, mènent toute la nouvelle industrie textile-habillement innovante. À la recherche de la compétitivité, ces acteurs dépassent les 2 collections traditionnelles pour avoir jusqu'à 6 collections par an, Varnier V et LECOQCX 2003 page 19. Ils fonctionnent ainsi de plus en plus en cycle court pour présenter le plus de collections possibles par an. Ils proposent à leur clientèle de petites séries qui viennent s'ajouter aux produits des collections annuelles traditionnelles et qui sont fabriquées dans un très court délai. Ils s'appellent produits d'actualisation, Parateux, 1998 page 5, ou produits mode à renouvellement rapide, Kurobe 2005 page 10. Ces groupes internationaux investissent beaucoup de ressources dans la gestion de leur structure et dans l'élaboration de leur stratégie. Ils se concentrent de plus en plus sur le marketing et le benchmarking en externalisant la production vers des sous-traitants spécialistes. Afin de rester compétitifs face à des magasins qui renouvellent régulièrement leur offre au cours de la saison. Les distributeurs n'acceptent plus de supporter seuls les risques de stockage. Ils passent des commandes de petites séries, le plus tard possible dans la saison et usent au maximum des possibilités de réapprovisionnement. Ils se mettent alors en lien direct avec des sous-traitants capables de leur fournir des séries de production courtes. La compétitivité est désormais liée à la flexibilité du sous-traitant et sa capacité de répondre rapidement aux nouvelles exigences. Plus le sous-traitant est capable de présenter des petites séries dans les délais les plus courts et les prix les plus bas, plus il est compétitif et plus il influe dans la création de valeur aux donneurs d'ordre innovants. Le rôle de la mode dans l'innovation de l'industrie ne revient pas uniquement au sens créatif des produits créés, mais également... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.